Journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, a une fois de plus mis la main sur une bande de trafiquants de drogue opérant dans la région de Dosso. La bande a été présentée à la presse ce matin en présence du procureur de la République. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Ralia Sani. Pour ce nouveau coup de filet de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, c'est un réseau de trafic international de drogue composé de 3 personnes, toutes de nationalité nigérienne, qui a été démantelé. L'investigation a d'abord commencé à Dosso, avant de localiser à Niamey et mettre aux arrêts la bande de malfrats avec une quantité importante de drogue, de l'argent et de biens. Sur instruction du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Dosso, la drogue a été saisie et mise à la disposition de l'antenne régionale de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants pour la suite des investigations. Afin de remonter à la filière et sur la base des premiers éléments recueillis, le parquet de Dosso a saisi la direction de l'OCRTIS de Niamey. Ainsi, après 10 jours d'investigation, les membres du réseau, leur domicile, les moyens de déplacement utilisés ainsi que les commerces de façade ont été identifiés. Tard dans la nuit du mardi au mercredi 26 août 2020, il a été localisé au quartier Koubia de Niamey une camionnette en instance de départ sur Agadez dont la fouille a permis de découvrir dans son plancher arrière 180 kg de cannabis soigneusement dissimulé. Suite à cette opération, 3 individus de nationalité nigérienne ont été interpellés à Koubia et au quartier Niamey 2000. Aussi, la drogue, la camionnette, un véhicule avec immatriculation étrangère, 4 téléphones portables, des chéquiers et une somme de 400 000 francs ont été saisis, ce qui porte le total du cannabis saisi à 348 kg. L'essentiel de la drogue saisie est destiné à certains pays de l'Afrique du Nord en passant par Agadez. Le chef du réseau est copropriétaire d'un parc de vente de véhicules automobiles situé au quartier Bobiel de Niamey. Mais cette activité licite sert en réalité à couvrir un trafic international de drogue qui s'étend des pays du Golfe de Guinée au Maghreb en passant par le Niger. Le procureur de la République a tenu cette fois à encourager et féliciter non seulement la police, mais aussi la population pour leur franche collaboration. Ce comportement citoyen que nous avons toujours appelé à la population à porter leur soutien à tous les appareils et tous les agents d'application de la loi pour qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de suspect, un individu, un comportement suspect, que les autorités soient saisies. Donc les autorités ont été saisies sur la base de ces centres de police suspects, donc on ne sait ni la provenance, ni le propriétaire, ni le contenu, mais grâce à l'efficacité, à la technicité, à la persévérance du service central de lutte contre le trafic de stupéfiants, on a pu découvrir finalement qui sont ces propriétaires qui se sont retrouvés, qui ont été interpellés à Niamey alors que les policiers ont été retrouvés dans un village de Dosso. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons tenu une fois de plus de venir les féliciter, parce que mener une telle enquête avec les moyens de bord dont disposent nos pays, ce sont des enquêtes qui sont extrêmement difficiles, qui peuvent relever vraiment de l'impossible lorsqu'on vous dit qu'on a découvert un colis dans un village de Dosso, on connaît mieux le propriétaire, de remonter la chaîne jusqu'à retrouver le propriétaire à Niamey et d'interpeller tout le réseau et savoir d'où est-ce que vient la drogue, retrouver la responsabilité.
il faut être fier de ceci. Ce danger que constitue le trafic illicite de drogue persiste dans notre pays. Il est donc urgent de trouver des solutions idoines afin de mettre fin à cette pratique qui déstabilise la santé des jeunes et surtout l'économie du pays. Allons à présent à l'international. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a décidé de briguer un 3e mandat. Malheureusement, la Cour constitutionnelle ivoirienne a rejeté sa candidature, ce qui a entraîné des violences au sein de la population. Retour sur la situation de la Côte d'Ivoire avec le juriste communicateur Maman Bachar dans cet extrait. Vous pouvez suivre l'intégralité de son analyse en fin de journal. Ce sera donc la partie magazine. Président Alassane Ouattara, dans un sursaut, en tout cas patriotique, comprennent que les choses ont changé. Et les populations qu'on avait en 1960 ou en 1970 ou en 1980, ce n'est plus les mêmes populations qu'on a en 2020. Aujourd'hui, les gens ont le WhatsApp, ils ont le Twitter, ils ont accès aux chaînes internationales, ils voient ce qui se passe à travers le monde. On ne peut pas leur imposer un certain archaïsme dans la gestion des affaires publiques, surtout de l'État. Donc, s'il prend la mesure justement de cette contestation et qu'il comprenne surtout qu'il est en décalage total avec l'essentiel de la population de son pays qui est essentiellement jeune, alors que lui il avoisine les 80 ans, il va vraiment se faire une leçon, tirer sa révérence et laisser à d'autres citoyens, donc ivoiriens, de pouvoir avoir la chance aussi de prétendre à briguer la magistrature suprême de leur pays. Puisque cette stagnation est une vraie crise, parce que même dans la perspective où il parvient vents et marées à rester, ça sera un président qui aura des difficultés à pouvoir asseoir sa légitimité et à pouvoir exercer son pouvoir de manière sereine et de manière en tout cas souveraine dans son pays. Il est recommandé aux musulmans de jeûner dans le mois béni de Muharram, le 9e et le 10e jour qui correspond au jour de Tassoua et de Ashura. Quelle en est l'importance pour les musulmans? Le consultant islamologue Boubacar Touré répond à cette question. Le mois de Muharram étant un mois béni, faisant parmi les 4 mois d'Allah, les 4 mois sacrés. Donc, quand on parle de jeûne de Ashura, Ashura, cela veut dire il est le 10e jour du mois de Muharram. On a vu que vraiment l'importance même de ce mois Muharram, dont Allah a dit on ne doit pas nous offenser nous-mêmes. Et voilà, ça c'était le jour de la montée de Arafat. Et vraiment le premier jour de Muharram aussi. Maintenant, en ce qui concerne ce jeûne de Ashura, Ashura qui ça veut dire le 10e jour. Et ce 10e jour a une grande importance lorsque, selon la généalogie, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a trouvé les Juifs gênés ce jour-là. Il les a demandé pourquoi vous gênez ce jour. Ils ont répondu, ce jour c'est un jour béni, un jour spécial parce que le prophète Moïse, Moussa alayhi salam et sa communauté sont échappés vraiment de Pharaon, de la tyrannie de Pharaon. Il dit, ah, si c'est ça, moi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai plus de droit sur vous, sur Moïse, que vous. Donc, on doit les gêner. Mais, eux, en gênant ce mois, le 10e jour Muharram, ils les fêtaient d'une autre manière. C'est les tambours, ceci, cela. Mais le prophète a dit, non, nous allons gêner et méditer. Et voilà. Donc, d'autres ont dit, ah, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des sables parmi les compagnons, d'autres ont dit, ah, beau prophète, vous nous avez dit de ne pas imiter les Juifs. Et alors, on sait que les Juifs gênaient le Ashura. Il dit, ah, vous avez raison. Dans ce cas,
l'année prochaine, si Allah me prête longue vie, on va gêner le 9e et le 10e. Mais Allah ne l'a pas donné longue vie. Il n'a pas vu l'année prochaine. Mais les autres compagnons ont continué à gêner le 9e et le 10e. Parce que pour ne pas imiter les juifs, il est recommandé aux musulmans de gêner le 9e et le 10e. Mais ce n'est pas une obligation. Par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé des gens, il a dit, ah, voilà, vous voilà, à un de ses déplacements, vous voilà, nous sommes ce jour de Ashura, celui qui veut n'a qu'à gêner, celui qui ne veut pas n'a qu'à laisser, moi, en tout cas, je jeûne ce jour-là. Et il a gêné. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais, son importance, comme vous l'avez demandé, son importance, celui qui jeûne, le jeûne de jour d'Ashura, ses péchés d'un an passé seront effacés. De raison pour laquelle il est très important aux musulmans de le jeûner, mais comme on l'a dit, ce n'est pas une obligation, mais il est recommandé de le faire. Les eaux du fleuve Niger connaissent une montée exceptionnelle ces derniers jours. Le fleuve a même débordé, envahissant du coup les riverains. Mais la situation n'échappe pas à l'expertise des hydrologues du bassin du Niger. Le tout sur cette crue locale avec Ralia Sani et Abdul Moumouni. Au Niger, l'on enregistre depuis le début de la saison pluvieuse de cette année une pluviométrie abondante comme l'a d'ailleurs prévu la météorologie nationale, ce qui a engendré ces derniers temps le débordement des eaux. Et le fleuve a abandonné son lit habituel, envahissant du coup les riverains. Fort heureusement, cette situation n'a pas échappé à l'expertise des experts en la matière qui avaient déjà en amont donné une alerte rouge. Ça n'échappe pas à l'expertise, parce que bien avant, ça fait pratiquement 10 ou 2 semaines, l'autorité du bassin du Niger, avec les différents collaborateurs, ont émis des alertes. On a suivi le fleuve depuis qu'il était à sa situation normale, jusqu'à là où le 12 août, nous avons observé une situation d'alerte rouge qui a été décrétée au niveau de la région du Niamey en aval de Niamey, à savoir Kaya, Manavi. Donc, cette alerte a été donnée pour dire qu'effectivement le fleuve a atteint son niveau maximal et que ça peut, si la pluviométrie continue d'être enregistrée, pourrait nous amener à des risques sévères d'inondation. Et c'est ce qui fut passé. Depuis le dimanche 23 août, effectivement, où nous avons observé le débordement total de la rivière du fleuve Niger sur les populations, c'est-à-dire sur la zone du Harobanda. Et cela est dû essentiellement à des fortes pluviométries que nous avons enregistrées au niveau de la région du fleuve, à savoir la région de Tilaberi et Niamey, mais également les régions frontalières du Burkina Faso. Aux hydrologues du bassin du Niger d'affirmer que cette situation ne risque pas de s'arrêter là. C'est pourquoi la vigilance doit être de mise. La tendance actuelle démontre effectivement que nous allons continuer à être dans cette situation au niveau des zones riveraines du fleuve parce que nous arrêterons la pluie et que nous sommes qu'à la fin du mois d'août. Le mois de septembre également, c'est un mois pluvieux qui vraiment on pourra enregistrer un certain nombre de quantités de pluie et que au vu du niveau actuel du fleuve, donc vraiment la vigilance est de mise au niveau de la population, au niveau des autorités pour qu'on puisse vraiment essayer de sensibiliser les populations qui tardent ou qui refusent à quitter les lieux. Et c'est ça qui est la situation actuelle. Pour donc éviter de pires dégâts que l'on ait déjà enregistrés, la population riveraine est appelée à collaborer avec les autorités pour quitter les endroits inondables, car la situation risque de s'empirer aux jours à venir. Les digues censées contenir les eaux doivent aussi être relevées afin de mieux gérer la situation. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal.
consacré comme annoncé à l'analyse faite par le juriste communicateur Maman Bachar sur la situation liée à la candidature du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Très bonne réception et à très bientôt sur le miroir de la femme. Puisque le président Alassane Ouattara veut un troisième mandat, cela écarte d'office tous ceux qui sont de sa génération ou qui sont proches de sa génération, puisque bon, qu'est-ce qu'il en reste? Même si il continue à vivre, en tout cas au-delà de 80 ans, on sait que très souvent, si on n'est pas attaqué de sénilité, en tout cas on a des insuffisances physiques qui nous rendent tout à fait inaptes à une haute fonction très exigeante comme celle d'un chef d'État. Donc de ce point de vue-là, les Bédier, les Laurent Gbagbo, ils se sentent totalement écartés si donc Alassane Ouattara faisait un troisième mandat. Ça, c'est du point de vue politique. Donc, du point de vue politique, ils ne peuvent pas, de toute évidence, accepter ce principe-là, non seulement parce qu'il n'est pas légal, mais aussi parce qu'il n'est pas moral et il n'est pas éthiquement acceptable, parce que en Afrique, quand on arrive à un certain âge, il y a des paroles qu'on ne demande pas, surtout quand c'est prononcé par soi-même. Vous avez eu à prendre un engagement solennel, donc à la face du monde. Le moment venu, il faut que vous respectiez vous-même votre propre parole. C'est un principe cardinal, en tout cas, sur la base desquels les sociétés africaines fonctionnent. Et il se trouve qu'ici, on a un vieil de presque 80 ans, donc qui dit une parole aujourd'hui et qui dit une autre demain. Donc, ça veut dire que c'est une personnalité tout à fait instable. Je suivais aujourd'hui même les humoristes. Ils ont même créé un nouveau verbe. Quand tu veux mentir, on dit chiwatarage. Vous voyez un peu comment on a humorisé, on a ridiculisé cette attitude-là. De l'autre côté, du point de vue toujours de l'éthique et au niveau international, c'est d'afficher une image ridicule de nos chefs. C'est-à-dire des personnages qui sont coûte que coûte accrochés à une position et qui finalement ils ne quittent pas cette fonction, cette position de l'honneur, dans les principes, dans les règles qui sont établies. Donc cela impacte y compris sur les dirigeants en exercice, parce que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, on va penser que non, dans tous les cas, ils sont comme les autres. Attendez-les à la fin du mandat, vous allez voir. Ils vont adopter les mêmes attitudes. S'ils ne s'imposent pas eux-mêmes à continuer, ils vont imposer quelqu'un qui va les remplacer. Alors que le principe serait, à la fin de son mandat, organiser des élections justes, équitables, pour que celui qui aura été réellement élu par le peuple parvienne au pouvoir et te remplacer dans le respect des règles de l'art, comme on dit, et le pays devient paisible. Donc maintenant, puisqu'il n'y a pas cette perspective et que maintenant, à la différence des années antérieures, la Cour constitutionnelle elle-même, en tant que autorité suprême en matière judiciaire et particulièrement en matière constitutionnelle dans ce pays, elle dit que ce troisième mandat-là n'est pas conforme à la Constitution. Donc, ça ouvre une vraie crise réelle dans le pays. D'une part, quelqu'un qui détient le pouvoir exécutif entre ses mains, avec tout ce que vous connaissez, l'administration, l'armée et tout ce qui s'ensuit, et de l'autre, le pouvoir judiciaire qui dit que celui qui exerce le pouvoir exécutif là est en porte-à-faux avec les règles constitutionnellement prescrites. Donc ça pose un problème, parce que
ce que cherchait l'opinion, c'est au moins, si vous voulez, une position, disons, favorable de la plus haute juridiction en matière constitutionnelle de se prononcer. Elle s'est prononcée et elle s'est prononcée en faveur de ce que l'essentiel de l'opinion publique partage, c'est-à-dire le mandat, le troisième mandat projeté par le président Alassane Ouattara n'est pas conforme à la Constitution. Maintenant, ayant cette, cet élément assez important d'appréciation, puisque la Cour constitutionnelle, c'est quand même le summum des décisions en matière constitutionnelle, donc qui dit que ce n'est pas légal, donc ça donne de la force. Mais malheureusement, comme vous savez, en Afrique, vous avez beau être en porte-à-faux avec les règles judiciaires, avec les règles juridiques, tant que vous avez le pouvoir entre vos mains, vous pensez que vous pouvez encore chercher à, disons, inverser les choses en votre faveur. Donc, créant cela et connaissant, nous, les Africains, notre tendance à l'abus du pouvoir, donc la rue s'est estimée que peut-être c'est par ce mécanisme de contestation de la rue qu'ils peuvent arriver nécessairement à changer les choses, soit à amener le président Alassane Ouattara à comprendre de lui-même qu'il ne devrait pas persister dans sa position de vouloir se présenter à un troisième mandat, ou alors créer une espèce de désordre qui va encore amener l'armée à faire son intrusion dans le jeu politique sous prétexte de mettre de l'ordre. Donc cette contestation, puisqu'ils en ont déjà l'habitude, vous vous rappelez un peu le processus qui a conduit donc au départ de Laurent Gbagbo, et donc ça risque d'être le même processus qui risque d'être enclenché pour justement arriver à un changement brutal, à moins que le président Alassane Ouattara, dans un sursaut en tout cas patriotique, comprenne que les choses ont changé. Et les populations qu'on avait en 1960 ou en 1970 ou en 1980, ce n'est plus les mêmes populations qu'on a en 2020. Aujourd'hui, les gens ont le WhatsApp, ils ont le Twitter, ils ont accès aux chaînes internationales, ils voient ce qui se passe à travers le monde. On ne peut pas leur imposer un certain archaïsme dans la gestion des affaires publiques, surtout de l'État. Donc, s'il prend la mesure, justement, de cette contestation et qu'il comprenne surtout qu'il est en décalage total avec l'essentiel de la population de son pays, qui est essentiellement jeune, alors que lui, il avoisine les 80 ans, il va vraiment se faire une leçon, tirer sa révérence et laisser à d'autres citoyens, donc ivoiriens, de pouvoir avoir la chance aussi de prétendre à briguer la magistrature suprême de leur pays. Puisque cette stagnation est une vraie crise, parce que même dans la perspective où il parvient vents et marées à rester, ça sera un président qui aura des difficultés à pouvoir asseoir sa légitimité et à pouvoir exercer son pouvoir de manière sereine et de manière en tout cas souveraine dans son pays. Mais comme vous le savez aussi, quand des situations de ce genre se posent, il y a toujours des contingences internationales. Alassane Ouattara, c'est un monsieur de l'extérieur, comme on dit. C'est un monsieur qui est sérieusement soutenu, particulièrement par la France. Maintenant, c'est à la France, par exemple, de faire... je parle ici du gouvernement français, je ne parle pas du peuple français qui est différent donc de son gouvernement, naturellement. Mais si, par exemple, le gouvernement français qui est aujourd'hui dirigé par M. Macron fait une lecture assez sereine de la situation, il s'apercevrait que en soutenant Alassane Ouattara, il aura certainement les principales institutions du pays, mais il risque de perdre le peuple ivoirien
dans son ensemble ou dans son écrasante majorité. Donc c'est ces choix-là, en tout cas difficiles à faire. Peut-être maintenant, quand les choses vont évoluer, ils vont négocier, en tout cas un départ beaucoup plus négocié, en tout cas du président Alassane Ouattara, pour que le calme revienne, puisque la Côte d'Ivoire, contrairement aux autres pays donc de l'Afrique de l'Ouest, regorge beaucoup d'intérêts à la fois commerciaux et stratégiques pour la France. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle le développement dépendant. Il y a beaucoup de sociétés françaises, beaucoup de sociétés européennes, beaucoup de sociétés libanaises qui sont implantées dans ces pays-là et qui mènent vraiment agréablement leurs activités et qui en tirent beaucoup de bénéfices. Donc ils ont intérêt du point de vue économique et du point de vue stratégique à ce que le pays reste stable. Maintenant, c'est de chercher juste qui pourrait leur garantir leur présence permanente dans ces pays au-delà en fait de l'individu, de l'individualité, puisque la confusion que nous faisons souvent, nous les Africains, c'est de penser qu'on a des amis en fait en Europe. Eux, ils n'ont pas cette vision de la vie politique. La vie politique, c'est une question d'intérêt. Et au-delà de tout, c'est l'intérêt de leur peuple qu'ils mettent en avant. Pas l'intérêt ou leur ego, puisqu'ils n'ont aucun moyen de garantir leur ego. Puisque là-bas, on ne peut pas s'accaparer des institutions. Les institutions, on les sert, on ne se sert pas d'elles. Puisque tout le monde sait que sa présence dans les institutions est limitative. Et même en étant dans les institutions, elle a aussi des limites en termes de marche, de manœuvre, en termes de pouvoir d'action au sein de ces institutions-là. Donc, souvent, quand on a ces relations-là avec ces dirigeants européens, on pense que c'est des relations vraiment d'amitié, telles que nous les percevons ici en Afrique, c'est-à-dire des relations inconditionnelles entre vous et votre ami. Non, eux, ils ont des intérêts à défendre, ils ont des préoccupations, et donc ils cherchent quelqu'un qui correspond à la défense de ces intérêts-là, à la défense et à la garantie justement de ces intérêts-là pour eux. Lorsque vous n'êtes plus capable de pouvoir garantir ces intérêts-là, ils ne s'encombrent pas avec vous. Donc il faut que vraiment nous, Africains, on parvient à comprendre cette démarche et à faire en sorte que dans toutes les relations que nous nouons avec eux, que nous privilégions les intérêts supérieurs de nos pays et de nos peuples pour que ça soit conforme justement à notre éthique et à faire en sorte que cette relation-là puisse être une relation gagnant, puisse être une relation équilibrée et puisse être une relation empreinte de respect mutuel, en tout cas dans l'intérêt partagé. Autrement, si nous continuons à penser que parce que nous avons le soutien de la métropole, on peut écraser et marcher sur sa population, martyriser ses concitoyens, vraiment on a du pain sur la place. Ça veut dire que les jours où la terreur changera de camp, ils n'hésiteront pas à changer de camp. Et c'est ça en fait que les uns et les autres doivent comprendre. Malgré qu'il ait ces soutiens-là, M. Alassane Ouattara doit comprendre que nous ne sommes plus en 1960, nous ne sommes plus en 1970, nous ne sommes même plus en 1980. On est en 2020. Donc en 2020, la population a rajeuni, la population a accès à beaucoup de moyens de communication et la population a une autre perception de l'exercice du pouvoir. Il est nécessairement temporel et temporal. Donc si on ne parvient pas à comprendre cela et on fait le genre président à vie, et donc on risque toutes les fois de ridiculiser nos pays sur la scène internationale et ce n'est pas bon pour nous. Ce
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.